ces données-là vont donner accès à plein d'enjeux de services technologiques, à la fois sur la cybersécurité, à la fois sur le marketing, sur la publicité, sur l'open banking. Donc, il y a toute une ramification de technologies. Et donc, il y a eu cette idée visionnaire il y a 15 ans de se dire on veut que 50% à terme du chiffre d'affaires monte de Mastercard, et en général, il y a d'autres acteurs qui font la même chose, passe d'un chiffre d'affaires lié à des cartes et à des transactions vers la vente de services technologiques. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de ça parce qu'il y a 40% du chiffre d'affaires qui vient des technologies. Alors, peut-être que je peux vous partager un peu plus en détail dans cette mutation-là de Mastercard. Donc, Mastercard, vous avez 3 milliards, plus de 3 milliards de cartes en circulation. Ça génère 200 milliards de transactions chaque année. Et ces cartes-là, elles sont acceptées chez 150 millions de marchands. Donc, en fait, on a historiquement, on a une situation intéressante où on connecte des milliards de consommateurs à des centaines de millions de marchands au travers d'institutions bancaires qui ont distribué ces produits-là. Mais dans cette évolution-là vers la technologie, donc ça va devenir finalement, comme vous avez compris, la carte et la transaction et la banque, juste un moyen de... Parce qu'au fur et à mesure, les consommateurs, ils vont se dire, bah voilà, on a envie de... Au fur et à mesure qu'on atteint de l'efficience et d'un effet de taille, on peut rendre aux consommateurs davantage de bénéfices. Et donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des cartes qui sont, par exemple, qui sont gratuites. Vous avez des transactions qui sont de moins en moins chères parce qu'au fur et à mesure, on est de plus en plus efficient. Et la valeur va se déplacer vers les services. D'ailleurs, il y a eu la même chose dans la téléphonie. J'ai beaucoup travaillé dans la stratégie pour des opérateurs télécoms dans ma précédente carrière. Historiquement, Orange, SFR, Bouygues, etc., ils gagnaient leur vie de la vente d'heures de forfait de téléphone. Et la commodité, c'était le choix du téléphone. Vous allez dans un magasin, vous pouvez prendre un Nokia 3210 ou 8850, etc. L'essentiel, c'était de choisir le meilleur forfait avec illimité en termes d'heures, etc. Il y a eu un déplacement de la valeur et c'est devenu l'essentiel. Le nom de l'opérateur, c'est devenu une commodité parce que finalement, les gens, ils ont consommé de la data. Et l'essentiel, c'est devenu le choix du smartphone et les services. Et il y a eu un déplacement de la valeur vers les services à valeur ajoutée. Donc là, c'est un peu la même chose qui se passe dans le monde bancaire, où il y a un déplacement de la valeur. On voit bien d'ailleurs les agences bancaires. Les gens, ils vont plus dans les agences bancaires. Les horaires d'ouverture, ils correspondent plus aux heures à laquelle les gens ils consomment pas en allant physiquement dans une agence bancaire. Ils ont besoin maintenant de virtuel, de distanciel. Et donc, il y a un déplacement de la valeur. L'essentiel, c'est les services à valeur ajoutée. C'est est-ce que, quand je fais des transactions, est-ce que je vais avoir, par exemple, du cashback, qu'on me fait des propositions en disant, tiens, chez H&M, la prochaine fois que tu achètes, comme on voit que, est-ce que tu es intéressé par avoir des deals? Oui, je suis intéressé par avoir des deals. Bah, tiens, tu n'as jamais acheté chez H&M, je te donne moins que 30% la prochaine fois que tu achètes avec ta carte. Ah, bah voilà, ça, c'est un service à valeur ajoutée. Ou la sécurisation des données. Le fait que maintenant, dans les carte dans le futur, il n'y aura plus le numéro qui est sur la carte, parce que quelqu'un peut le recopier et essayer de faire une fraude. Ça disparaît au fur et à mesure et les transactions, elles sont tokenisées. Donc chaque transaction, même plus personne n'a accès au numéro de votre carte, mais un jeton jetable pour sécuriser chaque transaction. Aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs qu'il y a aussi une autre évolution, c'est que les gens ne dépensent pas que avec leur carte, mais avec plein de... une fois c'est avec leur carte, une fois c'est un virement, une fois c'est du paiement instantané, du peer-to-peer, de transférer de l'argent à quelqu'un. Donc en fait, l'essentiel pour le client, il s'en fiche. L'essentiel, c'est que la transaction elle soit sécurisée et c'est les services qui sont autour. Donc Mastercard finalement s'est développé autour de plusieurs catégories de services. Premièrement, la sécurité. C'est l'enjeu évidemment numéro un. Il faut qu'il y ait de la confiance pour qu'il y ait des transactions. Et pour qu'il y ait des confiances, il faut qu'il y ait la sécurité. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque transaction, à la fois que voilà, la carte elle soit protégée, que la transaction elle soit protégée, de détecter des fausses transactions, etc.
Le deuxième enjeu, c'est d'utiliser les données pour donner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Donc, il y a un déplacement vers la publicité et le retail media. Ça a démarré aux États-Unis, où tout celui qui a une base de données et une possibilité de communiquer avec des clients, il va proposer à ses clients, est-ce que vous donnez votre consentement, est-ce que vous êtes intéressé par recevoir des deals, est-ce que vous êtes prêt à partager une partie de ce qui vous appartient, à savoir votre historique d'achat par exemple, pour avoir accès à des meilleures offres, oui ou non. Un troisième sujet, c'est les conseils aux marchands. Donc, un marchand, il a besoin de savoir, Zara, il a besoin de savoir est-ce qu'il doit faire un effort sur la fréquence d'achat et donc la vitesse de renouvellement des collections, ou est-ce que c'est un problème de gagner des nouveaux clients, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de services qui vont se développer. Et donc, aujourd'hui, mon rôle chez Mastercard, je suis en charge de la stratégie monde service, c'est justement de penser à c'est quoi les prochains métiers du futur et c'est quoi les prochains services et les nouveaux domaines dans lesquels il faut investir et rentrer pour continuer à diversifier et déplacer le curseur de la carte, de la banque, vers les technologies. Je vois qu'il y a une question dans la salle. Merci Arnaud. Oui, j'ai une première question qui est arrivée et notamment, je pose la question de savoir comment Mastercard aujourd'hui adapte son offre face à la montée en puissance des différents wallets type Apple Pay, Google Pay, PayPal et des services intégrés qu'il y a directement dans les applications. Alors c'est une très bonne question et c'est aussi une confusion parce qu'en fait Apple Pay ça marche avec quoi? Avec une carte Mastercard derrière. Revolut, ça marche avec quoi? Avec une carte Mastercard derrière. Donc en fait, ce n'est pas des concurrents, au contraire, c'est des nouveaux canaux de distribution de ces mêmes supports. Donc Mastercard est conscient que l'essentiel, c'est que le client il ait le choix et que hier il veut payer en espèces, aujourd'hui il veut payer en carte, demain il voudra payer sans carte, peut-être de compte à compte. Et donc Mastercard a décidé de complètement s'adapter à ça. L'essentiel, c'est on travaille dans un monde digitalisé et de traiter des transactions qui sont de plus en plus dématérialisées et virtuelles. Donc, par exemple, Mastercard a investi massivement dans le traitement de compte à compte. Donc, même sans carte, Mastercard est rentré dans le métier des virements instantanés en temps réel. Mais ce que vous disiez, donc Apple Pay, Revolut, etc., on essaie d'accompagner tous ces changements qui sont dans l'intérêt du consommateur, puisque c'est quand même l'expérience client. Moi, personnellement, j'utilise que Apple Pay, parce que l'expérience client elle est quand même bien meilleure qu'avec ma carte physique, où il y a des limitations. En France, par exemple, quand vous faites du sans contact, etc., il y a une sécurité qui est beaucoup plus forte avec Apple Pay, parce qu'il y a de la biométrie, etc. Et ben voilà, on accompagne tous ces nouveaux acteurs et ces nouveaux cas d'usage pour bah, que ça fonctionne sur des cartes Mastercard et qui bénéficient de nos technologies. Voilà, même si c'est des cas d'usage différents. Il y a une autre question? Oui, merci. Cette question en a généré une autre. Notamment, peut-on imaginer une disparition totale des supports cartes au profit d'identification biométrique ou numérique? Absolument. Donc, je ne pense pas que ce sera immédiatement pour demain, mais c'est évident qu'on va vers de plus en plus. Moi, personnellement, je sors presque plus ma carte physique de mon portefeuille puisque elle est intégrée dans le téléphone. Alors, est-ce que sur 3,5 milliards de cartes Mastercard, et si on imagine les cartes Visa et les cartes chinoises, il y a 10 milliards de cartes, bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que ces 10 milliards de cartes, elles disparaissent, mais au fur et à mesure, effectivement, on voit des acteurs qui se lancent, comme Revolut ou d'autres, avec des cartes complètement virtuelles et pas forcément physiques. Je peux vous partager 5 enjeux de demain, puisque vous êtes intéressé par la projection dans l'avenir. Le premier, c'est comment on fait pour gérer des consommateurs qui sont de plus en plus virtuels. Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, bon, ils voient une personne en face, donc il n'y a pas vraiment de fraude en physique. Sur Internet, il y a quand même des cartes physiques, des numéros, etc. Mais demain, il y aura de moins en moins, tout va se virtualiser. Donc, vous savez plus si vous avez en face la vraie personne, est-ce que vous avez Jérôme Gouzik ou quelqu'un qui prétend être Jérôme Gouzik. Et donc, il y a tout cet enjeu de arriver à déceler qui est réel
dans ce virtuel et qui n'existe pas. Le deuxième enjeu, c'est la fragmentation des types de paiement. Vous avez mentionné vous-même, hier, c'était où je paye en physique ou je paye sur Internet avec ma carte, mais demain, il y a plein de gens qui payent à un moment avec de compte à compte, en temps réel, pas en temps réel, avec sa carte dans le téléphone, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer une expérience client qui soit la plus fluide possible, alors que le client, il fait plein de trucs différents en utilisant des rails différents. Le troisième enjeu, c'est la sophistication de la fraude. Hier, on recevait des mails où il y a 14 fautes d'orthographe dans le mail. Et donc, c'est facile de comprendre que c'est un mail qui vient de Côte d'Ivoire, de quelqu'un qui a essayé de faire du phishing. Mais demain, si les fraudeurs ils sont équipés d'intelligence artificielle et de capacités technologique et de puissance technologique bien supérieure à la capacité des banques, ça veut dire qu'il y a une course à la technologie et à la capacité de computing power et d'intelligence artificielle pour arriver à se mettre au niveau de ce que va être la fraude de demain. Le quatrième enjeu, c'est l'enjeu de la souveraineté. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui sont préoccupés par la souveraineté de leurs habitants, des données, des industries stratégiques et qui veulent localiser par exemple certains types de données chez eux. Et donc c'est un petit peu un retour en arrière par rapport à l'efficience et la globalisation d'un service. Et donc ce qu'il va falloir gérer, c'est comment on fait s'il y a par exemple, je ne sais pas, en Inde, le gouvernement il a lancé quelque chose qui a été adopté au bénéfice de milliards d'Indiens. Donc, c'est très bien parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès, c'était cher d'être bancarisés. Donc, maintenant, ils peuvent de manière instantanée payer, il y a des QR codes, etc. Au Brésil, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait quand le gouvernement n'a pas accès à l'information de ce qui se passe en dehors de son pays pour garder quand même la connaissance de la fraude au niveau mondial et détecter des comportements frauduleux alors qu'il y a une fragmentation des bases de données à cause de cette souveraineté. Et le cinquième enjeu, c'est la préoccupation de ma vie privée. Comment est-ce que je gère ce conflit qui existe entre, d'un côté, les gens ils veulent de plus en plus de services personnalisés et ils ont envie d'être servis de manière la plus efficace possible et avec la meilleure expérience client. Et de l'autre côté, ils veulent garder leur vie privée. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a l'impression que plus le service il est personnalisé, le message il est ciblé, etc., plus il y a une exploitation cow-boy des données. Et donc moins il y a d'enjeux de la vie privée, et plus il y a d'enjeux de la vie privée, et plus le service il est pas du tout personnalisé. On propose un crédit auto alors que j'ai pas de voiture, etc., etc., et c'est pas pertinent. Donc comment est-ce qu'on réconcilie et on maximise les deux en même temps? Pour moi, c'est ça les 5 enjeux. Le côté virtuel, le côté multicanal des transactions, la sophistication de la fraude avec l'intelligence artificielle, les enjeux de souveraineté sur les données et comment maximiser à la fois la protection de la vie privée et à la fois donner le meilleur service, le plus ciblé possible, le plus personnalisé aux consommateurs. Merci Arnaud pour ces précisions. J'ai eu une autre question qui arrivait, notamment sur les grands chantiers technologiques que doit relever Mastercard en termes d'IA que vous avez abordé, et surtout cybersécurité et blockchain dans la proposition de valeur que peut proposer Mastercard. Alors, je peux vous parler, par exemple, on travaille sur des gros paris de produits futuristes. Je peux vous en partager quelques-uns. Le premier, on l'a d'ailleurs annoncé, c'est un agent de paiement qui travaille sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand vous faites une transaction, vous allez sur le site de Zara, vous choisissez une robe, vous cliquez, vous rentrez votre donnée de carte. Enfin, il y a un certain nombre d'étapes, donc c'est un peu pénible des fois. Bon, on essaye de simplifier le truc, mais ça reste des fois un peu pénible. Demain, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez demander à une intelligence artificielle de dire trouve-moi la meilleure robe pour moi. Donc, il va vous proposer une robe. Il va juste vous demander est-ce que tu veux l'acheter, oui ou non. Et voici le prix. Vous allez dire oui et débrouille-toi pour le paiement. Et vous allez donner une délégation
à une IA de faire le paiement en utilisant vos moyens de paiement à vous, en votre nom. Et donc, le vrai défi, ça va être de vérifier que vous avez bien donné la délégation à une IA et qu'elle a bien l'autorisation de... donc, on travaille sur comment permettre cette innovation technologique, puisqu'elle est souhaitée par les gens, de simplifier la vie. C'est quand même pénible de rentrer son numéro de carte et de passer les 14 étapes pour payer. Bon, alors, une manière, évidemment, c'est de faire en sorte que le numéro de carte disparaisse, que de manière biométrique, on puisse récupérer vos données, que vos données soient stockées quelque part, etc., qu'il y a juste un bouton. Mais les gens, ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent ne carrément pas dire qu'ils ont une carte Mastercard, comment ils s'appellent, quelle est leur adresse, etc. Ils veulent carrément dire, vas-y, achète. Donc, comment est-ce qu'on gère cette sécurité? Donc, ça, c'est le premier sujet sur lequel on travaille et qui, je pense, va changer les paiements. Le deuxième sujet, c'est créer du lien entre le consommateur et le commerçant concernant une transaction. Aujourd'hui, si vous faites une transaction et après vous regardez votre relevé carte, si jamais vous voyez des transactions que vous ne reconnaissez pas et que vous pensez avoir été frauduleuses, bah, vous n'avez pas de moyen de connecter avec le marchand qui prétend vous avoir vendu un service. Vous discutez avec votre banque. Donc il y a une intermédiation pénible et la banque, elle ne peut pas discuter avec le commerçant. Donc si vous voyez une dépense chez Zara que vous pensez ne pas avoir fait, vous ne pouvez pas connecter avec Zara pour leur demander mais pourquoi tu m'as facturé ça sur ma carte? Vous avez discuté avec votre banque elle ne sait pas trop, etc. Et donc on rentre dans des disputes qui sont compliquées à gérer. Demain, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un lien où vous pouvez tout de suite dire bah, moi, cette transaction-là, c'est pas vrai. Je ne me rappelle pas avoir fait cette transaction chez Zara. Et Zara directement va pouvoir vous envoyer la facture dans l'application bancaire, par exemple, et vous dire bah, si, regarde, c'est ça que tu as fait, ou au contraire, tu as raison, c'est une erreur et tu seras remboursé. Le troisième sujet, c'est les octrois de crédit. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui veulent évidemment octroyer des crédits. La difficulté, c'est quand on est aveugle sur un client. Il y a plein de gens qui me disent, voilà, ils cherchent à faire un crédit conso, mais comme l'acteur de crédit conso ne les connaît pas bien, du coup, ils ont ou un refus ou des taux qui sont mauvais. Et donc, comment est-ce qu'on peut donner la main au consommateur pour que quand il se soumet, ou même à une PME, quand une PME elle veut demander un crédit, qu'elle puisse, en utilisant l'open banking, dire voilà, moi je donne accès à tous les signaux bancaires utiles. Ça peut marcher aussi pour louer un appartement. Aujourd'hui, quand vous louez un appartement, il vous demande 14 pièces et de manière très manuelle, il faut télécharger des pièces, etc. Mais avec l'open banking, demain, on pourrait imaginer d'appuyer sur un bouton et dire voilà, je donne accès à mes 3 anciennes fiches de paye, à ma fiche d'imposition, truc, machin. Et juste, vous avez à cliquer sur un bouton et c'est fait automatiquement. Pareil pour l'octroi d'un crédit pour avoir un meilleur taux parce que vous prouvez que vous êtes capable de rembourser le crédit. Et le quatrième sujet, c'est la publicité. La publicité, on connaît bien Google Ads où ils créent un business model sur les clics et sur le trafic où ils prouvent qu'ils ont amené du trafic. Un des sujets sur lesquels on réfléchit et qu'on travaille, c'est de dire peut-être qu'on a aussi un rôle à jouer pour donner au niveau mondial plus de deals à tous les consommateurs qui le souhaitent, tous ne le souhaitent pas, et que finalement des clients et des consommateurs puissent dire voilà, moi je souhaite avoir accès à des deals personnalisés et je suis prêt à donner accès à mon historique d'achat. Et du coup, vous allez voir, par exemple, sur Apple Pay, voilà, les 5 offres ciblées. Tu peux avoir moins 50% chez Zara parce que tu n'as jamais acheté chez Zara ou tu as beaucoup acheté chez Zara, je ne sais pas. Tu peux avoir accès à X sur ta prochaine location de voiture, etc. Voilà, parce qu'on sait que tu es en voyage. Et quand vous allez dépenser, vous avez automatiquement bénéficié de ça. Et finalement, pour les marques, c'est la possibilité de dire, voilà, ben, mon objectif en France, je suis Zara, c'est de gagner de la part de marché. Donc, les clients qui n'ont jamais acheté chez moi, ça m'intéresse de les favoriser, ou celui qui achète très souvent et qui n'est pas revenu depuis 12 jours, j'ai envie de le faire revenir. Et donc, la possibilité de créer tout un système où, au bénéfice des consommateurs, au bénéfice des marchands, avec une fluidité où les marchands ils peuvent pousser des deals aux clients qui le souhaitent.
Merci pour ces précisions, Arnaud. J'ai une autre question, notamment de nos ingénieurs d'affaires qui se posent la question, quelles compétences commerciales et techniques est-ce qu'ils doivent posséder aujourd'hui pour réussir dans les métiers du développement commercial et dans la fintech? Alors, excellente question. Donc, on en vient un petit peu à l'évolution des métiers. Les métiers aujourd'hui qui vont être très en vogue par rapport à tous les enjeux dont on vient de parler, bah, le premier, c'est évidemment les compétences informatiques et tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont beaucoup de compétences qualifiées dans ces sujets-là en France, mais même dans le monde en général. Donc c'est sûr que d'être capable de comprendre les algorithmes et le fonctionnement de l'intelligence artificielle, ça va être un sujet. Le deuxième, c'est tout ce qui est software as a service. Il y a de plus en plus d'applications dans le monde, et donc d'être capable de comprendre comment elle fonctionne, comment est son architecture, est-ce qu'il faut une ou plusieurs API, comment permettre une consommation qui est fluide de ces softwares de service, c'est un enjeu qui est clé. Tout ce qui est expérience client, parce qu'on voit bien qu'avec toutes ces innovations technologiques, bon, c'est super, il y a plein de produits, plein de services, mais si l'expérience elle n'est pas bonne, de toute façon, la technologie elle ne va pas décoller. Donc de comprendre l'expérience client et comment simplifier l'expérience client et comment est-ce qu'il consomme, c'est un enjeu qui est clé. La cybersécurité, évidemment, on en a parlé plusieurs fois. C'est évident que dans beaucoup de pays, ils considèrent qu'il y a je crois qu'en Afrique, ils disaient qu'il y a une grosse partie un certain pourcentage de la croissance qui est bloquée à cause des enjeux de cybersécurité. Et évidemment, c'est quelque chose qui est clé. Sans ça, il n'y a pas de confiance, et il faut bien que tous les acteurs ils soient protégés. Donc ça, c'est quelque chose qui va devenir en croissant. Tout ce qui est analytique, donc on voit qu'on a accès à de plus en plus de données. Il y a plein d'acteurs qui ont créé des data lakes, etc. Bon, ça c'est une chose de créer un data lake, de le sécuriser. L'autre chose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ces données? C'est quoi, quels besoins métiers, quels besoins des clients, comment leur donner, comment gérer aussi les questions de vie privée et du consentement et de la RGPD, qui je pense est une innovation réglementaire importante au niveau mondial. D'ailleurs, Mastercard, qui est un acteur pourtant américain, a adopté par exemple la RGPD au niveau mondial parce qu'on pense que c'est sain d'augmenter le consentement et la gestion de la vie privée, de ne pas faire n'importe quoi avec les données, sinon il y a aussi une rupture de confiance avec les consommateurs. Et enfin, tout ce qui est lié au business développement. Donc, il y a plein de technologies, il y aura plein de services, plein d'informatique, mais il faut aussi des gens qui sont des chargés d'affaires, qui ont un aspect commercial, mais sur des sujets plus technologiques. Je pense qu'historiquement, il y avait quand même des gens qui avaient des compétences générales de commercial, de key account manager. Je pense que ces types de fonctions vont quand même, certes, exister parce qu'il faut gérer la relation avec un grand compte, mais de plus en plus, le vent tourne vers celui qui a quand même des compétences plus techniques, plus pointues dans des services technologiques, parce que sinon, il peut avoir juste une discussion générale avec le client ou la direction générale, mais il n'est pas capable d'argumenter en quoi ce service technologique va avoir un retour sur investissement, pourquoi cet acteur devrait investir, c'est quoi les avantages pour cet acteur-là, etc. Donc, de coupler le côté business et le côté technologique est de plus en plus clé. Moi, je le vois par exemple, là, je recrute, et pourtant, je suis assez flexible d'un point de vue géographique, je recrute aux États-Unis ou ailleurs, par exemple, des postes de gens qui ont de l'expérience dans les softwares de service et dans la stratégie, et on n'en trouve pas. Il y a très peu de gens qui ont développé beaucoup de compétences à la fois sur software as a service et en même temps sur la stratégie et le business, où ils se sont développés que sur les data platforms, où ils ont des compétences juste sur l'architecture cloud, où ils ont des compétences que en stratégie, mais ils ne sont pas capables de comprendre comment fonctionne la consommation par API des software as a service. Et donc on voit il y a vraiment une opportunité pour les futurs étudiants d'être sûr de s'arrimer sur les enjeux où de manière certaine, il y aura des opportunités business. Justement, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le développement commercial et le secteur bancaire ou technologique? Alors, moi, quelque chose qui m'a toujours animé dans ma carrière et dans mes études,
le sujet numéro 1, c'est la différenciation. Moi, j'ai fait l'ESSEC et quand je suis arrivé à l'ESSEC, j'étais très fier de moi. Mais quand je suis arrivé à un forum entreprise, j'ai vu qu'il y avait 1000 étudiants de l'ESSEC qui étaient tous en première, deuxième ou troisième année et qui allaient tous voir les mêmes entreprises qui avaient créé leur stand. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire pour avoir un stage alors que j'ai exactement le même CV que les autres, parce que je suis en première année à l'ESSEC, ils sont tous en première, deuxième ou troisième année, donc j'ai un désavantage, et on est 1000. Donc en quoi moi, par rapport à un autre, je vais arriver à avoir un stage ou un premier job? Et donc mon enjeu numéro 1, ça a été la différenciation. Comment est-ce que vous pouvez, à titre individuel, réfléchir à c'est quoi quelque chose qui peut vous différencier par rapport aux autres, un avantage que vous avez, et qui va devenir, que vous allez enrichir au fur et à mesure. Donc, me concernant, ça a été par exemple de se dire, je vais essayer de travailler dans la banque, par exemple, et en fusion-acquisition, dans la modélisation de la valorisation des entreprises, dans des sujets qui sont un petit peu compliqués, où la plupart des étudiants à l'époque n'étaient pas dans ce domaine-là, parce que du coup, dans un CV, tout de suite, je vais pouvoir faire la différence. Après, ça avait été dans la stratégie, d'essayer de développer des compétences stratégiques un peu différentes, ou dans la technologie. Donc, d'essayer de trouver une coloration qui va vous permettre de vous différencier. Et la deuxième idée que j'ai toujours eue dans ma carrière, c'est de se rapprocher du client. C'est que plus vous êtes loin du client, moins vous comprenez c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, d'un point de vue business développement. Il y a quand même une valeur ajoutée à celui qui s'est confronté quand même à une vente, à des relations, à vendre une technologie en B2B à un autre acteur, qui comprend les besoins des utilisateurs, qui comprend les pain points, les cas d'usage, etc. Et donc, je pense que il faut quand même avoir, et même quand on développe de nouvelles technologies, il faut avoir en tête comment le consommateur va l'utiliser, etc. Et donc, je pense que cette proximité à l'expérience client, donc j'avais commencé en fusion-acquisition pour valoriser des entreprises, mais c'était très loin des problématiques des entreprises. On était en train de dire combien vaudrait L'Oréal, si Gucci décidait de racheter des cosmétiques, etc. Mais je ne comprenais pas du tout qui achetait des cosmétiques, qui achetait, etc. Donc après, dans la stratégie, était plus proche des problématiques des différents métiers, puisqu'on travaille souvent en immersion dans l'entreprise, et au fur et à mesure, après chez Mastercard, dans un poste en France, puis en Europe, et puis au niveau mondial, mais en tout cas de chaque fois me confronter voilà, m'asseoir avec une banque pour voir c'est quoi ses problèmes, comment il gère sa cybersécurité, ses informaticiens, c'est quoi, c'est des employés internes, c'est des sociétés externes, comment ils gèrent la sécurité, comment ils font pour anonymiser les transactions qu'ils utilisent. Et des fois, en posant des questions un peu candides et basiques, on se rend compte à quel point ils ne sont pas très développés. Par exemple, il y a des grandes banques françaises, quand je leur demande comment ils gèrent l'anonymisation des données quand ils font une utilisation marketing des données sans le consentement des clients, et ils me disent que, par exemple, ils ont pris une base de données, ils l'ont copiée, ils ont changé le nom et l'adresse, donc ils ont mis Jérôme Gouzik avec l'adresse de Joël Banca et avec les transactions euh, de Asia Bouraï. Et donc, ils se disent que, et puis évidemment, ils ont une table de correspondance pour ensuite retrouver le truc. Et après, quand je leur dis, mais est-ce que vous appelez ça vraiment une sécurité, une protection des clients? Il y a bien un ingénieur qui est à la table de correspondance, donc c'est facile de retrouver le chemin. Et donc, on voit bien qu'ils travaillent sur des solutions un peu précaires, et la meilleure manière de développer des nouvelles technologies, c'est aussi de comprendre ces problématiques-là et d'être à proximité des clients. Donc, moi, je vous encourage à vous différencier, et je vous encourage à vous rapprocher du consommateur ou du client et du commercial, ou en tout cas de l'expérience client pour être au plus proche des besoins. Justement, une question qui vient d'arriver. Comment est-ce que vous construisez une offre à forte valeur ajoutée dans cet écosystème technologique complexe et très concurrentiel? Alors, c'est une bonne question. La première chose, c'est de réfléchir, comme on l'a dit, à titre personnel pour vous dans votre carrière, mais c'est la même chose pour une entreprise. C'est quoi mes avantages concurrentiels? Ça ne sert à rien de rentrer dans un domaine dans lequel j'ai aucun atout.
Donc ça, c'est la première chose. Par exemple, Mastercard, sur la partie service, a réfléchi et a dit, voilà, j'ai 3 avantages concurrentiels, compétitifs, et il faut que je les nourrisse. C'est quoi ces 3 avantages? Le premier, c'est les données. Donc j'ai 200 milliards de transactions anonymisées. C'est un avantage. Pas tous les acteurs qui se lancent dans la technologie, ils ont accès à 200 milliards de transactions anonymisées. Le deuxième avantage que c'est j'ai plein de services et donc je peux faire des synergies entre les services et les produits, entre les paiements et la technologie, etc. Et pas tous les acteurs, il y a des acteurs qui sont juste dans un domaine. Et le troisième avantage, c'est les relations clients que j'ai. Je suis en contact avec toutes les banques du monde et avec 150 millions de marchands. Donc voilà, j'ai ces 3 actifs. Qu'est-ce que maintenant, quel est le besoin client que je détecte et quelle est la tendance de marché que je détecte et comment est-ce que je peux me positionner dedans en utilisant ces 3 avantages. Et si ça ne permet pas de nourrir ces avantages concurrentiels, je ne vais pas réussir. D'ailleurs, on a fait l'expérience, on a racheté des entreprises ou des startups, des fintechs, etc. Quand la fintech ou la startup qu'on a rachetée ne valorisait pas un ou plusieurs de ces 3 avantages, on n'arrivait pas à accélérer la croissance post-acquisition. Enfin, quand on rachète une boîte, c'est pour accélérer sa croissance, sinon on ne la rachète pas. Et on a constaté que nécessairement, il faut être intentionnel pour se dire, voilà, je rachète une boîte dans laquelle, si j'ajoute mes données, si j'ajoute mes relations clients, si j'ajoute mes synergies produits avec d'autres produits, je vais créer de la valeur. Et sinon, il ne faut pas la racheter. Donc, voilà comment on réfléchit un petit peu et on regarde évidemment les tendances, quels sont les enjeux. Donc, comme ceux que j'ai évoqués, le fait que les clients sont de plus en plus virtuels, le fait que les fraudes soient de plus en plus équipées de super compétences informatiques et d'intelligence artificielle, le fait que le consommateur il veut évoluer vers d'autres supports de paiement digitalisés, dématérialisés que la carte, et que ça va être fragmenté, le fait qu'il faut reconnaître qu'il y a une préoccupation de la souveraineté des pays, et donc il faut l'accepter et voir comment on peut les aider au mieux. Et il faut aider les clients à aussi gérer leur vie privée. Et tous les clients ne veulent pas partager toutes leurs données, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour leur donner le contrôle de ce qu'ils partagent pas et quels bénéfices ils ont s'ils partagent? Merci pour toutes ces explications, Arnaud. On va passer à la partie questions-réponses. S'il y a des personnes en ligne qui souhaitent utiliser la section questions-réponses pour poser des questions à Arnaud Grossman, euh, vous pouvez commencer à les poser. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Alors oui, j'ai une question d'un de nos étudiants, Monsieur Batchaten, qui, alors même si ça a été un petit peu abordé, l'impact actuel et futur de l'IA dans les stratégies de Mastercard, notamment sur les risques, la fraude et l'expérience client. C'est évidemment un enjeu essentiel. Donc, on essaye de réfléchir à toute l'utilisation qu'on peut avoir de l'IA à la fois nous-mêmes en interne. Déjà, la première chose, c'est d'éduquer un peu 30 000 personnes sur c'est quoi l'IA, quels sont les enjeux qu'eux peuvent avoir, parce que finalement, il n'y a pas une personne en centrale qui va avoir les idées pour tout le monde. Il faut que chaque métier réfléchisse à c'est quoi les enjeux et en quoi il peut augmenter la qualité de ses services avec l'IA. Donc, il y a toute une démocratisation à faire de ce qu'on peut faire avec l'IA. Il y a des expérimentations à faire. Il faut essayer, il faut lancer des services, de voir comment le marché y répond. Donc, nous, chez Mastercard, on a lancé, comme dans beaucoup d'entreprises, des services, par exemple avec Copilot, et des formations pour que les gens utilisent de plus en plus l'IA et simplifient leur travail. On a lancé, comme je vous ai dit, un agent de paiement qui utilise l'IA pour voir la délégation. On l'utilise désormais dans les algorithmes de fraude pour que ce n'est pas un ingénieur qui imagine à quoi va ressembler la fraude et les règles de fraude de manière statique, mais c'est l'IA qui va apprendre de dire voilà l'historique des 10 dernières années de toutes les fraudes qu'il y a dans le monde, et aussi de toutes les fois où j'ai cru que c'était une fraude et ce n'était pas une fraude. À toi maintenant, quand tu vois une transaction en temps réel, d'appliquer tes propres règles basées sur l'historique, et on va voir ce que ça donne.
et ça permet évidemment d'approuver beaucoup plus de transactions. On estime qu'une transaction sur 2 dans le monde qui est déclinée sur Internet, des fois vous avez des rejets, parce que c'est une suspicion de fraude, 1 sur 2, ce n'était pas une fraude. Donc il y a un côté très conservateur de la fraude, évidemment parce que personne n'a intérêt dans la fraude et surtout pas les commerçants, parce que si quelqu'un il vend un polo Ralph Lauren, il va perdre de l'argent s'il a envoyé un polo Ralph Lauren à quelqu'un qui ne l'a pas payé. Donc évidemment, il n'est pas intéressé à prendre un risque, mais à cause de ces règles très statiques, comme je vous dis, il y a une transaction sur 2 qui est rejetée inutilement. Donc il y a une opportunité énorme, ça crée beaucoup de frustration aussi chez le consommateur, qu'il faut retenter. Merci Arnaud pour cette réponse. Une autre question qui vient d'arriver de Frédéric. Alors que la transformation numérique des services financiers s'accélère, comment Mastercard s'assure-t-elle que les innovations restent accessibles aux publics les plus vulnérables et notamment les personnes âgées? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse sur les personnes âgées. C'est sûr qu'on travaille beaucoup sur l'inclusion. À la fois, Mastercard a toujours été animé par le sentiment de doing good by doing well, de dire que si on réfléchit à améliorer des problèmes sociétaux, à la fois, c'est évidemment, ça donne du sens aux salariés et à la mission de l'entreprise, et en même temps, on peut gagner sa vie en le faisant. Donc, l'inclusion financière des gens qui ne sont pas bancarisés, c'est à la fois un vrai impératif, parce qu'évidemment, il y a des enjeux de sécurité. Je ne sais pas si vous avez des femmes en Afrique qui gagnent de l'argent en vendant au marché des trucs et qui ensuite doivent planquer leur argent derrière un arbre. Ça crée énormément, évidemment, elle n'a pas gagné beaucoup d'argent, et puis ça prend des problèmes de sécurité, de violence. Et donc, l'accès à la bancarisation et aussi l'accès au crédit, parce qu'on ne peut pas avoir de crédit si on n'a pas d'historique numérique de transaction. Donc, va permettre de favoriser, et à la fois, évidemment, en faisant le bien, on a évidemment un intérêt économique, puisque ça va permettre d'avoir davantage de clients qui sont inclus dans la croissance des transactions. Par exemple, on a développé des cartes pour les aveugles avec des encoches. Vous pouvez voir où est votre carte. Il y a eu des personnes qui sont, je sais pas, qui ont changé de genre et on leur permet de choisir le prénom qu'ils veulent sur leur carte et le genre. Ils ne sont pas obligés de coller exactement à leur papier d'identité parce que ça pose des problèmes si, évidemment, il y a écrit Arnaud sur une carte et que la personne a l'air d'être une femme, le commerçant il a l'impression que c'est une fraude. Donc on travaille sur un certain nombre de segments de clients qui vivent mal cette évolution technologique et comment les aider. Alors sur les personnes âgées, il y a un vrai problème sur les smartphones. Parce que c'est vrai que si avec la biométrie, etc., si on ne peut plus faire une transaction sur Internet sans un accès biométrique et que vous n'avez pas un smartphone, donc il y a aussi cette rupture-là qu'il faut traiter. Je ne sais pas si on a la réponse à toutes les questions parce qu'il y en a qui dépendent aussi de la simplification des smartphones pour les personnes âgées. Mais voilà, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on essaye de travailler tous ces sujets-là et notamment sur la partie des données. On voit par exemple si vous avez on voit des segments de cartes sur lesquels il n'y a jamais eu une transaction sur Internet, par exemple. Donc on sait que cette personne-là, elle a un problème, ou bien elle est pas rassurée sur la transaction sur Internet, ou bien elle a un problème sur l'authentification sur Internet. Et donc pour ce type de clients qui sont dormants entre guillemets sur Internet, on va avoir des approches un peu ciblées pour essayer de comprendre et de les aider à passer le cap de la première transaction sur Internet. Si c'était un problème qu'ils ne se sentaient pas sécurisés d'utiliser leur carte sur Internet, c'est de leur proposer une carte prépayée ou une carte jetable virtuelle qui ne marche que pour une transaction, etc. Et si c'est un problème d'authentification, c'est de l'éducation et des formations pour permettre que la personne puisse s'authentifier et démarrer à pouvoir acheter sur Internet.
Merci Arnaud. Une autre question de Haydar Daoud. À terme, pensez-vous que les cartes de crédit resteront un pilier du modèle économique ou seront-elles absorbées par d'autres outils? Alors déjà, carte de crédit, j'aime pas trop le mot crédit, parce que d'ailleurs Mastercard, souvent quand vous lisez des articles internationaux, ils disent Mastercard, la société de carte de crédit, alors qu'en vérité, on n'a jamais octroyé un seul crédit à quelqu'un. C'est la banque qui fait des prêts, qui fait des crédits. Mais comme on a dit, effectivement, on voit qu'il y a une évolution, que la carte, d'ailleurs si vous regardez, c'est évidemment anecdotique, mais Mastercard, ça s'écrivait à l'époque avec un M majuscule. Le logo, il a évolué avec un M minuscule. Et avec un C, pardon, c'est le C qui était majuscule, Mastercard, et c'est devenu un C minuscule parce qu'en fait, on reconnaît que la carte, c'est plus un enjeu majeur de la société Mastercard, c'est vraiment un enjeu mineur. C'est un support qui existe aujourd'hui avec 3 milliards de personnes qui sont contents de l'avoir et des fois, c'est utile. Mais au fur et à mesure, effectivement, la plupart des acteurs et toutes les fintechs qui démarrent, comme vous pouvez remarquer Nickel, etc., souvent, elles travaillent avec Mastercard parce que on est très actif avec ces nouveaux entrants et souvent ils démarrent par des cartes virtuelles, Revolut, N26, etc. Et finalement, le support physique de la carte, il est de moins en moins impératif et c'est plus secondaire si jamais vous avez plus de batterie sur votre téléphone, par exemple. Donc on est prêt à un monde où la carte physique n'existe plus. Et comme je vous ai dit, on est même passé vers le paiement instantané, puisque vous avez compris que finalement le business model il est en train d'évoluer vers gagner sa vie de la carte, vers gagner sa vie des services technologiques autour des données qui sont alimentées par une transaction numérique. L'essentiel, c'est qu'il y ait une transaction numérique. Donc, et le seul éventuellement, entre guillemets, ennemi, c'est les espèces. Et il y a une disparition progressive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une croissance de 20% par an depuis 20 ans de Mastercard. C'est parce qu'on est notamment porté par un secteur de manière séculaire. Il y a une disparition des espèces, vont pas totalement disparaître. Et d'ailleurs, c'est un C5 qui est quand même un minimum d'espèces dans le pays. Mais on voit que voilà, s'il y a de moins en moins de manipulations, et d'ailleurs, ça augmente la sécurité des personnes, puisque c'est quand on transporte beaucoup d'espèces, c'est plus dangereux que si on transporte une carte qu'on peut bloquer ou se faire rembourser si jamais on a été fraudé. Merci. Une dernière question de Ahmed Lazreg. Si vous deviez recommander une ressource à des étudiants pour mieux comprendre et s'initier à la FinTech, quelle ressource vous nous recommanderiez? C'est une question difficile parce qu'il y a énormément de, de podcasts sur le sujet et de livres. Euh, Moi, j'aime bien les livres qui rappellent un peu l'histoire sur des siècles de comment les différents métiers qui préexistaient, ils ont évolué au fur et à mesure du temps, parce qu'on peut quand même, si on regarde sur les 1000 dernières années, comment les gens ils ont transacté du troc vers les espèces et après vers des outils numériques et comment ça a commencé, on arrive à voir des lignes qui permettent de se projeter. Donc moi, j'aime bien tous les livres qui retrace le passé et qui essaie de simplifier et vulgariser des tendances compliquées sur le long terme pour essayer de dessiner les lignes du futur. Donc, je crois par exemple, il y a un livre sous forme de cartoon qui est, je ne sais pas comment il s'appelle, le Macroeconomics ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui est assez intéressant parce qu'il est assez fourni et il retrace quand même sur 1000 ans l'évolution de la manière avec laquelle les gens y transactent. Sans parler du schtroumpf financier, qui est un incontournable. Mais voilà, mais après dans les podcasts, j'imagine qu'il y a plein de podcasts assez sophistiqués. Je ne saurais pas vous en recommander un sur les fintechs. Et pour répondre à l'autre question de Azedine, c'est sûr que les fintechs vont jouer un rôle fondamental et continuer à porter l'innovation. Mastercard, c'est d'une certaine manière, essaie de se transformer en grande fintech, mais c'est sûr que les fintechs, elles apportent un coup d'accélérateur. Alors, toutes les fintechs sont vont pas exister dans le futur. Parce que quand vous rejoignez une fintech, il faut faire attention aussi à ce que vous rejoignez quelqu'un qui est sur un métier qui va durer ou c'est juste un coup tactique à très court terme. Je sais pas, il y a plein d'acteurs qui se lancent dans tiens, moi, je vais mettre une carte pour
les gens qui ont des chiens et je m'appelle FinTech, etc. Mais bon, il n'y a pas vraiment de gros services technologiques derrière. Donc, il faut s'assurer quand on rejoint une FinTech d'apprendre et de pouvoir revendre cette expérience et de nourrir sa différenciation. Mais c'est évident que les FinTech, elles jouent un rôle fondamental et que c'est la meilleure manière aussi, c'est de, tous les quelques années, de changer aussi de poste pour apprendre le plus possible et chaque fois changer d'angle. Je pense qu'à l'ESSIC, vous êtes bien positionné parce que vous êtes sur à la fois des formations sur un côté chargé d'affaires et commercial, à la fois sur un côté cybersécurité, données. Et donc, c'est intéressant parce que de toute façon, et informatique, parce qu'on voit bien que tous les métiers qui existent sur le marché, bah, ils sont maintenant à la frontière de tous ces métiers-là et qu'il ne faut pas forcément choisir l'un ou l'autre, etc. Mais c'est un peu à la rencontre de ces sujets-là et d'être agile pour, pour apprendre chaque fois des nouvelles choses et augmenter sa différenciation. Une question de Michel. Quel est l'impact environnemental aujourd'hui de la FinTech? Est-ce que ça peut s'intégrer dans une démarche RSE? Il y a des vraies préoccupations environnementales sur le sujet, parce qu'on voit bien que, renouveler sa carte, il y a 10 milliards de cartes en circulation, donc si vous la renouvelez tous les 5 ans ou tous les 3 ans ou tous les 7 ans ou si elle devient virtuelle, il y a un vrai enjeu environnemental. Donc il y a une première préoccupation de remplacer le plastique de la carte par d'autres matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Le deuxième, c'est est-ce plus on passe au virtuel et moins il y a de production de plastique. Troisième enjeu, c'est est-ce qu'il faut renouveler tous les 5 ans ou tous les 6 ans ou tous les 7 ans? Évidemment, ça va produire beaucoup moins de plastique. Il y a un enjeu de sensibiliser les gens sur l'empreinte carbone qu'ils ont dans la manière à laquelle ils consomment. Nous, par exemple, on investit et on développe des solutions qui permettent de dire aux clients, bah voilà, si tu es intéressé, on peut te dire sur toutes les transactions que tu fais, c'est quoi ton impact carbone, parce que tu as pris tant et tant d'avions, voilà, en fonction des achats que tu as fait, chaque achat, il a un score de, de l'impact carbone que ça a causé. Ça permet à une personne qui a envie d'être sensible à ça. Et après, on peut proposer des choses. Bah voilà, si tu as exagéré ton impact carbone, tu peux, si tu veux, on te propose d'investir tant et tant dans des comptes d'épargne qui investissent dans des fintech qui luttent contre l'impact technologique. Et voilà, on peut proposer après être très créatif sur ces sujets-là. Il y a la question aussi de la consommation des. Il y a certaines technologies, je ne sais pas, le Bitcoin, etc. On voit bien que ça pose des vrais problèmes aussi environnementaux de la quantité, de l'exagération de l'exploitation du computing power. Et donc, comment passer vers des technologies qui sont moins consommatrices et qui ont moins d'impact sur l'environnement. C'est aussi un challenge pour Mastercard parce que historiquement, c'est vrai que plus la transaction elle est éloignée, quand plus vous avez de Chinois qui viennent à Paris ou de Français qui vont en Chine, plus la transaction elle est compliquée et donc il y a tout un intérêt technologique pour favoriser. C'est sûr qu'entre faire une transaction entre Société Générale et Crédit Agricole, il y a plein d'acteurs français qui peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un acteur très technologique et très sophistiqué pour faire une communication entre le Crédit Agricole et la Société Générale. Donc c'est un vrai défi aussi de voir comment est-ce qu'on peut évoluer, faire évoluer les habitudes des consommateurs, alors que son business model historiquement il était quand même basé là-dessus. Donc il y a tout cet enjeu évidemment de déplacer ça vers les technologies. D'ailleurs on l'a vu pendant le Covid, on a été assez résilient en termes de croissance grâce à la vente de technologies qui n'ont aucun rapport avec les voyages. Donc même si les voyages sont arrêtés et que les gens n'ont pas transacté, en plus il y a eu aussi le sans contact qui a fait une augmentation, les gens ne voulaient plus toucher des espèces. Donc on voit que ça permet aussi, c'est pas juste pour l'environnement, mais de se remettre en question pour se dire bah, c'est quoi, où est-ce que je gagnais de l'argent dans le passé, est-ce que ça a un bon impact pour l'environnement, et est-ce que c'est future-proof, est-ce que dans 20 ans, je serai aussi fier de le faire de cette manière-là, ou comment est-ce que je peux faire les choses différemment. Donc on essaye par exemple de travailler sur recommander à des clients quand ils font des voyages, même s'ils veulent absolument prendre l'avion, quel peut être
la démarche d'achat local et de découverte des écosystèmes. C'est quoi aussi les trajets alternatifs? Quand vous avez des Chinois qui vont à Paris, ils vont peut-être tous suivre le même guide de voyage et tous le même trajet. Comment est-ce qu'on peut leur dire, voilà, basé sur l'historique des transactions et d'autres types de personnes, on peut te proposer d'autres trajets, d'autres visites que ce qui est écrit dans le guide de voyage et que tout le monde fait, des choses un peu alternatives et qui sont plus respectueux de l'écosystème, de l'environnement et du commerce local. On n'a plus d'autres questions. Ah, une autre question. Alors, est-ce que les crypto-monnaies sont un concurrent de Mastercard? Alors, oui et non, et plutôt non. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, c'est une devise comme une autre, comme le dollar ou l'euro, et vous pouvez payer en crypto-monnaie. Donc Mastercard a décidé de se lancer aussi dans l'acceptation des crypto-monnaies, et notamment tout ce qui est stablecoin, donc des crypto-monnaies qui sont stables. Et désormais, vous pouvez, avec votre carte, et on le verra de plus en plus dans le futur, pourquoi pas dépenser, parce qu'un des enjeux des crypto-monnaies, c'est que c'est très difficile ensuite de l'utiliser dans sa consommation courante. Mais après-demain, vous pourrez payer avec votre carte Mastercard en crypto-monnaie chez Zara en achetant une robe, parce que pour Zara, c'est neutre, et après Mastercard fera la conversion si eux, ils n'acceptaient pas des crypto-monnaies pour convertir une crypto-monnaie en euros directement dans la carte. Et en fait, ça va être exclu dans la carte. Alors, pourquoi je disais que c'est aussi un concurrent, c'est qu'il y a des crypto-monnaies dans lesquelles on est moins à l'aise de les accepter, ou bien parce qu'elles sont trop volatiles et donc elles ne correspondent pas à un enjeu de. Enfin, une carte Mastercard, c'est quand même pour faire des dépenses, c'est pas pour faire des investissements risqués. Donc, c'est sûr que le Bitcoin, ça peut être un problème s'il y a une trop grande volatilité. Le deuxième problème, c'est qui l'utilise. C'est sûr que c'est essentiellement utilisé par des hackers et dans le dark web et par le terrorisme, et qu'on a un enjeu, nous, de justement sécuriser les transactions. Donc, ça ne fait pas de sens de les accepter. Donc, voilà. Donc sur les crypto-monnaies, en tout cas, qui sont stables et qui peuvent avoir un usage pour la consommation, ce n'est pas un concurrent, au contraire, c'est un nouveau vecteur de croissance, et on travaille de plus en plus avec des acteurs de la crypto-monnaie pour développer des stablecoins ou les intégrer dans des moyens de paiement. Une dernière question de Lisa. Lisa. Oui. Comment les algorithmes utilisés pour analyser les données garantissent à la fois sécurité et efficacité? Non, c'est une très bonne question. Donc, Mastercard a décidé d'être assez innovant dans cet enjeu de comment est-ce que j'essayais de mentionner avant, comment est-ce qu'on peut à la fois poursuivre la protection des consommateurs et la maximisation de l'utilisation des données. A priori, c'est contradictoire. Alors Mastercard, il y a quelques années, a décidé de créer un trust en Irlande qui s'appelle Truata, où en fait on a copié toutes les données, ces 200 milliards de transactions, dans cette fondation, en détruisant le numéro de carte. En fait, quand dans une transaction Mastercard, on n'a pas parlé, mais qu'est-ce que voit Mastercard? Il y a le numéro on ne voit pas le nom, donc on ne sait pas que c'est Jérôme Gouzik, on ne sait pas où il habite, on ne sait pas son numéro de téléphone, on n'a pas ses données personnelles. La seule chose qu'on a, c'est son numéro de carte, ça reste une donnée personnelle, le numéro, et après on a tout son historique de transaction. Ce qui est sensible, donc c'est le numéro de la carte. Donc si vous copiez toute la base de données, vous détruisez, donc il n'y a pas de table de correspondance, il n'y a pas d'ingénieur intelligent qui peut reconstituer la table de correspondance et refaire le lien. Donc en fait, ça devient une base qui a aucune donnée personnelle dedans. Il n'y a que des historiques d'achat liés. Ensuite, on a remplacé le numéro de carte par un numéro pour quand même faire un lien entre plusieurs achats de la même personne. Mais on ne peut pas revenir en arrière sur une personne. Donc cette base de données-là, vous pouvez la garder toute la vie. Et la RGPD ne s'applique pas. Vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez sans le consentement des gens, puisqu'il n'y a pas de lien personnel. Et donc, ça permet d'avoir une richesse très forte. Évidemment, ça ne permet pas de faire du marketing ciblé à des individus, puisqu'on ne sait pas qui c'est derrière, mais ça permet de savoir plein de choses. Ça permet de savoir que, je ne sais pas, chez Zara, les gens ils reviennent tous les 17 jours, alors que chez H&M, ils reviennent tous les 12 jours.
Ça permet de savoir c'est quoi le panier moyen, ça permet de savoir c'est quoi les jours d'affluence chez Zara, les heures d'affluence, etc. Donc, il y a quand même plein d'insights qu'on peut avoir sur ces données-là ou apprendre de la fraude. Et donc, ça permet, en tout cas, c'est un des moyens, après il y a sûrement d'autres idées possibles, de maximiser la sécurité des données, enfin l'anonymisation des données de manière définitive et de pouvoir conserver et de pouvoir maximiser l'utilisation des données. Donc voilà, ça c'est par exemple une des choses qu'on fait et c'est un service qu'on propose à différentes banques françaises ou internationales de dire si elles veulent, on peut faire la même chose avec leurs données à eux qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à leurs serveurs dans ce laboratoire d'innovation. Et ce que j'essaie à chaque fois d'expliquer, c'est qu'a priori, on ne fait pas des expériences scientifiques dans sa cuisine. Et c'est dangereux. Et donc, on va dans un endroit stérile, à part, pour ne pas faire exploser sa cuisine. Et que je trouve ça un petit peu étonnant, l'approche, par exemple, de sécurité des banques françaises qui vont mettre des agents de sécurité avec des fusils à pompe autour du data center. Bon, mais a priori, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on protège un data center. Et ce n'est pas parce que les données, elles restent sur place qu'elles sont plus sécurisées. Ce qu'il faut, c'est comment est-ce qu'on les utilise, qui les utilise, déjà est-ce que c'est des employés, est-ce que c'est des externes, est-ce que c'est de la pseudo-anonymisation ou c'est vraiment anonymisé, est-ce qu'il y a une table de correspondance ou est-ce que c'est irréversible, et est-ce qu'on est en train de faire ces analyses même à côté des centres de production des transactions de tous les jours ou dans un autre endroit qui est détaché. Donc voilà un petit peu une idée de comment est-ce qu'on peut approcher le sujet différemment. Et après, il y a un autre axe qui est le consentement. Avec l'open banking, maintenant, on peut démocratiser la demande de consentement. Et on peut tout à fait imaginer demain que si vous allez, par exemple, sur booking.com, vous voulez réserver un hôtel et il vous demande est-ce que vous faites une authentification forte quand vous êtes sur le site et il vous demande est-ce que vous souhaiteriez avoir accès à des meilleurs prix sur les hôtels et si oui, de donner accès à votre historique de transaction juste pour cette transaction-là. Et si vous cliquez sur oui, vous voyez le prix du Hilton qui baisse ou le prix de Accor Hotel qui baisse parce que vous n'êtes jamais allé chez eux et ils veulent vous faire une offre. Et donc le consommateur, il voit tout de suite le bénéfice. Il a donné son consentement de manière éclairée pour un bénéfice spécifique, pour un usage spécifique. Et ce consentement, il n'est pas valable pour d'autres trucs. Et voilà comment on peut, dans le futur, allier la technologie, le consentement, le respect de la vie privée et l'utilisation de la technologie. Une question d'un de nos étudiants. Donc, est-ce que vous avez des programmes aujourd'hui pour accueillir des jeunes talents, des opportunités en stage, en alternance sur des fonctions commerciales ou informatiques? Et quels sont aujourd'hui les critères que vous privilégiez, plutôt soft skills ou compétences techniques? Alors Mastercard a des programmes de graduate pour des jeunes diplômés et essaie de favoriser évidemment les jeunes diplômés parce que c'est intéressant faut avoir accès à des nouveaux talents parce qu'on voit qu'il y a de nouvelles technologies, donc c'est intéressant d'accueillir une diversité de profils différents. On n'a pas, je pense, de programme d'alternance et les employés en France, c'est assez limité. Si vous regardez, je sais pas, le Crédit Agricole, il y a peut-être 300 000 employés. Chez Mastercard, il y a peut-être 150 employés en France. Donc en France, on est une entreprise mondiale, donc la plupart des salariés sont dispersés. On a un gros pôle en Belgique, à côté de Bruxelles, et à Londres, où il y a des milliers d'employés. Ensuite à New York, à Singapour, à Dubaï. Voilà, je ne sais pas si j'ai mentionné New York, et donc c'est ça, ou à San Francisco. Donc on a un certain nombre de pôles où on a des milliers d'employés qui sont regroupés, ou à Miami aussi, pour l'Amérique latine. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris et en France en général, on a peu d'employés, plutôt sur des fonctions commerciales que des fonctions technologiques. Les fonctions technologiques sont plutôt, on a essayé de développer des pôles technologiques. Donc il y a, par exemple, en Belgique, on a le Centre mondial de la cybersécurité. En Suède, on a le Centre mondial de justement l'utilisation des technologies d'un point de vue environnemental. Donc, chaque pays a essayé de se spécialiser dans une innovation au niveau mondial pour irriguer. En Espagne, on a le Centre mondial pour le développement des technologies liées au tourisme. Donc, dans chaque
dans chaque ville, on a essayé de développer, mais il n'y a pas énormément comme je vous disais, d'employés en France, à peu près 150, et il n'y a pas vraiment de stagiaires et d'alternance, à la fois parce que c'est des métiers qui sont assez compliqués, et donc on essaie plutôt d'investir dans des jeunes diplômés pour les recruter, les former sur le long terme, et il y a peu d'employés qui quittent en plus de leur plein gré Mastercard parce que voilà, c'est une super entreprise avec plein d'opportunités et plein d'évolutions. Et donc, on est évidemment intéressé de former les gens sur le long terme plutôt que tactiquement prendre quelqu'un en alternance qui ensuite sera dans une autre entreprise. Ça prend quand même du temps de les former à ces types de métiers et la complexité des paiements et de cette industrie. C'est lié aussi au nombre d'employés. J'imagine que les entreprises qui prennent le plus d'alternance sont ceux qui ont un peu plus que 150 employés. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Ravi de renouveler cette expérience avec vous. J'espère que ça a été utile. Encore merci Arnaud donc, pour ce partage qui a été riche et concret. Donc, nous avons vu aujourd'hui que le secteur des services financiers est loin d'être statique. C'est un secteur qui est en mouvement constant, qui est tiré par l'innovation, les enjeux de sécurité, la digitalisation, mais aussi par la nécessité de répondre aux attentes des clients toujours plus élevées. Pour nos étudiants en formation, donc cette intervention montre à quel point les métiers d'ingénieur d'affaires évoluent. Il ne s'agit plus seulement donc de vendre, mais de comprendre des environnements complexes, de bâtir de la valeur avec les partenaires et d'accompagner les clients dans les propres transformations. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Encore merci Arnaud pour votre disponibilité et la transparence de vos réponses. Et à très bientôt donc pour un nouveau webinaire qui fera le lien entre votre apprentissage et les enjeux concrets du monde professionnel. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci Arnaud.